Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France, débrief de l'étape numéro 4 entre Sisteron et Orsières-Merlette, 160 km de course. C'était la première arrivée au sommet de ce Tour de France à côte de Orsières-Merlette qui faisait 7 ou 8 km d'ascension. Par contre, on n'avait pas d'énorme pourcentage sur cette arrivée et on verra que ça a engendré un petit peu la forme de la course qui a été pour certains un peu surprenante, mais que j'avais un peu prévu lors de ma présentation de cette étape numéro 4. Je peux même remonter, je crois que j'avais totalement dit. Hop, là c'est l'étape numéro 5. Quand j'ai présenté l'étape numéro 4, j'avais dit échappée pour Point de la Montagne, peu de monde et regroupement sprint avec 15-20 coureurs. Soit vainqueur surprise. On a failli l'avoir. Le vainqueur surprise, parce que j'avais mis parmi mes favoris Guillaume Martin. Pour une fois que j'ai raison, il faut quand même que je me vante un peu. En plus, j'avais mis Roglic parmi les favoris, il a gagné. Pour une fois que j'ai raison. Ça arrive pas souvent sur les débriefs Tour de France, Giro. Donc Sisteron, Orsières-Merlette, on va faire le résumé de l'étape. Attaque dès le kilomètre 0. L'échappée qui n'a absolument pas galéré pour sortir, alors, comme depuis le début du Tour de France. Avec attaque où on avait Tige Benoît de la Sunweb, Nils Polic, je vais réussir à articuler ce soir. Et Chris Neylands du côté d'Israël. Quentin Paché, c'était Airbnb. Vital Concept. Mathieu Burgodeau, l'un des plus jeunes du Tour de France chez Total Direct Energy. Puis Alexis Vuillermoz d'AG2R. Le problème de cette échappée qui n'aura jamais plus de 4 minutes d'avance, c'est Vuillermoz parce que Vuillermoz était à 3,53 de Julien Alaphilippe, donc on n'a jamais laissé énormément d'avance à cette échappée. De toute manière, je pense qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Surtout, ça manquait un petit peu de coureurs vrais montagnards dans cette échappée parce qu'à part Vuillermoz et Quentin Paché qui passent plutôt bien les côtes, derrière c'était un peu faiblard quand même. C'est plus alors, ce sont des bons baroudeurs, mais ce sont quand même des punchers. Ça manquait un petit peu de grimpeurs et on a vu qu'aujourd'hui il fallait quand même des grimpeurs. Polit qui remporte le sprint intermédiaire. Pour les échappés, c'est Bennett pour le peloton qui en plus a l'avantage de mettre derrière lui Michael Morkov pour maximiser l'écart de points avec ses adversaires. Au col de Festre, c'est Quentin Paché qui prend les points. Ensuite, dans la descente du col de Festre, sans forcément le faire exprès, vous avez une attaque de Nils Polic qui est repris une dizaine de kilomètres plus tard. Ensuite, on a le col des Corps, de nouveau Paché qui prend les points de la montagne. Mauvaise entente dans cette échappée à partir de l'attaque de Nils Polic. Il n'y aura plus du tout d'entente, ça s'attaque un petit peu dans tous les sens. Dans le col de Le Ligné, c'est Paché de nouveau qui prend les points. Nils Polic accélère encore dans cette descente. Je l'avais annoncé que la descente, à partir de ce moment-là, les routes étaient plutôt assez techniques et que les descentes étaient techniques. Eh bien, ça a été le cas. Et on a eu la chute de Tige Benoît, qui aurait dû regarder mes vidéos, Tige. Regarde les vidéos le matin. Tige Benoît qui est tombé à 22 km de l'arrivée. Chute impressionnante. Là, j'en rigole, mais la chute vraiment impressionnante avec le vélo cisaillé par la barrière de sécurité. C'est toujours dangereux, les barrières de sécurité. C'est un peu l'ennemi des motards et également des cyclistes. Dans la côte de Saint-Léger, vous avez Chris Neylands qui part seul et qui laisse Vuillermoz et Paché se partager, essayer de revenir sur lui. Et puis Neylands est repris à 7 km de l'arrivée. Ensuite, on a une attaque de Pierre Rolland à 4 km de l'arrivée. Et une attaque de Guillaume Martin à 500 mètres. Mais victoire de Primoz Roglic dans cette journée devant Pogačar et Guillaume Martin. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, comme je dis d'habitude, le bilan des Bleus, ce sont soit les Français et tous les coureurs français, soit les coureurs étrangers, mais qui sont dans des équipes françaises. On commence avec Guillaume Martin. Guillaume Martin qui a d'excellentes jambes. Je l'avais déjà dit au moment du Dauphiné. Enfin, je l'avais pas dit au moment du Dauphiné, mais je l'avais déjà vu au moment du Dauphiné libéré. Bon, là, j'avais pas d'internet. Bon, c'était un peu compliqué. Mais Guillaume Martin qui avait été très impressionnant sur les quelques étapes que j'avais vues. J'avais pas vu toutes les étapes du Dauphiné, mais je l'avais trouvé très bien sur les moments où je l'avais vu. Guillaume Martin, je l'avais trouvé également pas mal
en début de saison sur Paris-Nice. J'avais trouvé qu'il avait plutôt fait quand même... On sent qu'il a quand même passé un cap chez Cofidis. L'année dernière, il était chez Wanty et Groupe Gobert, qui s'appelle maintenant Wanty Circus. Ça faisait depuis 3 saisons qu'il était chez eux, 3-4 saisons, et on sentait que il avait du mal à passer un cap. Je l'avais dit l'année dernière, où il partait souvent dans des échappées sur les étapes du Tour de France pour ensuite s'écrouler un peu. Alors s'était battu pour le maillot blanc avec Pierre Latour, mais c'était quand même assez loin du top 10. Et je m'étais dit, est-ce qu'il n'est pas limité en montagne ? Et depuis le début de saison, il s'avère que je me suis quand même un petit peu trompé. Peut-être sur Guillaume Martin, mais là il a fait une excellente journée. L'attaque à 500 mètres elle est tranchante, ce qui montre qu'il a vraiment de très bonnes jambes. Au sprint il fait quand même 3e, alors que c'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Je pense qu'un Pierre Roland, un Pierre Roland oui, mais un Thibaut Pinot surtout, et sont meilleurs dans ce domaine-là, ou même à Lafilippe. Il finit devant Julien Lafilippe, il prend des bonifications, donc vraiment une journée idéale pour Guillaume Martin. Pareil pour Quintana, on avait peu vu Nairo Quintana depuis le début de ce Tour de France, il faut le dire. Il était un petit peu derrière. Le seul moment où on l'avait vu, c'était sa chute du côté d'Aspremont. Il était dans le peloton au Col d'Èze, mais sans forcément avoir réalisé quelque chose dans cette fameuse étape avec le Turini et la Colmiane. Et puis sinon, on n'en avait quasiment pas parlé de Nairo Quintana. On avait vu son frère, d'ailleurs, Quintana, qui s'était retrouvé lâché, encore aujourd'hui, mais même lors de l'étape numéro 2, mais Nairo, lui, on ne l'avait pas vu. Et là, aujourd'hui, il faut voir que Nairo, on l'a encore peu vu. Pas d'attaque de Nairo Quintana, mais il finit quand même 4e, avec une équipe qui est autour de lui, parce qu'on aurait pu se dire, pourquoi pas Warren Barguil également jouerait le général. Il s'avère que Warren Barguil ne joue pas le général cette année. Il a fini assez loin au général. Je m'excuse, il fait un éternuement. Mais Warren Barguil, il finit que je le retrouve dans mon classement. Il finit 31e. Or, pas très loin, 59 secondes. Mais je pense que le vrai leader de cette équipe, c'est très clairement notre ami Nairo Quintana. Donc là, très belle étape, 4e place. Il sprint très très fort dans le final, donc vraiment très très belle course. Et puis voilà, une équipe autour de lui. On a vu Diego Rosa également qui a beaucoup travaillé, d'ailleurs également son frère. Donc voilà, une belle journée quand même de Nairo Quintana qui a des très très bonnes jambes. On continue également du côté des Bleus avec Alaphilippe, journée tranquille. On va dire pour le maillot jaune, parce que au final, comme ça a été un sprint en haut de cette côte de Orsières-Merlette, il n'a pas eu à gérer les attaques. Par contre, on s'est quand même aperçu que son équipe est très très faible, parce que Bob Jungels n'a pas résisté très longtemps, je trouve, à Orsières-Merlette. Et que Dries de Venins, il a beaucoup travaillé aujourd'hui, Dries de Venins, mais ça reste Dries de Venins, c'est-à-dire un coureur qui est quand même plus là en tant que puncher qu'en véritable grimpeur. Et c'est tout le problème d'Alaphilippe, c'est que certes il a pris le maillot jaune, mais l'équipe qui est avec lui est très très faible. La Deconinck qui est très faible pour la montagne, pour les sprints c'est super, pour la montagne il n'y a personne. Et donc pour Julien Alaphilippe, je pense que ça sera quand même compliqué de garder le maillot dans les Pyrénées, et même au-delà, parce qu'il y a un moment il ne pourra pas résister aux attaques. Très clairement, Julien Alaphilippe, et peut-être même déjà jeudi, ça sera compliqué pour lui. La petite déception du jour, c'est pour Pierre Roland. En autant je l'avais adoré lors de l'étape numéro 2, j'avais trouvé qu'il avait des très très bonnes jambes. Aujourd'hui, il a attaqué à 4 km de l'arrivée, mais au final il finit dans le groupe à 1 minute. Il n'a pas réussi à changer de rythme, ce qui arrive quand même assez régulièrement pour Pierre Roland. Il faut savoir que c'est un coureur qui est assez atypique dans sa manière de courir. C'est un coureur qui emmène toujours des énormes braquets, avec très peu de tours de minutes, de tours de pédale. Voilà. C'est un des rares coureurs qui est capable de faire une montée à moins de 80 tours de pédale par minute. Or, quand vous comparez un Chris Froome qui fait quasiment plus de 120, ou même à d'autres coureurs, Bardet, qui jouent sur la vélocité, c'est en moyenne 110-115 tours minute. Et lui, c'est vrai qu'il est en dessous des 80. Je me souviens de sa victoire sur le Giro il y a quelques temps, où il était à entre 76 et 78 tours minute à l'affichage d'écran télé, et ce qui devait être le cas. C'est un coureur qui est assez atypique, et c'est vrai que les changements de rythme avec ce type de braquet, c'est pas simple.
Ça manquait peut-être un petit peu de pourcentage pour Pierre Rolland. Après, perdre une minute, ça va peut-être également lui permettre de partir un peu plus facilement au moment des Pyrénées ou même dans les Alpes, dans les échappées, de perdre un petit peu de temps, parce que sinon, c'est vrai qu'au niveau des échappées, ça va être compliqué pour Pierre Rolland pour le moment. Mais voilà, après, c'est pas non plus trop grave, il ne perd qu'une minute. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top, et je commence avec Primoz Roglic. Il sait tout faire, Roglic. Enfin, c'est quand même la deuxième étape comme ça sur le Dauphiné. Il nous en a déjà fait une où il avait attaqué, il avait sorti tout le monde et quasiment au sprint, il avait gagné l'étape. On le voit quasiment pas de la journée. En plus, son équipe a travaillé excellemment bien, il faut le dire également. Tony Martin, un énorme travail de Tony Martin. Également, énorme travail de Sepp Kuss, qui est un futur grand, je pense, mais il a fait un énorme travail. George Bennett, je pense, est son lieutenant. Vraiment, c'est garde rapprochée et on fait du coaching parce qu'il a lâché très vite. George Bennett, Robert Resink a aussi pas mal travaillé, le néerlandais. Donc pour le moment, tout le monde est autour de lui. Il y a seul Dumoulin qui fait un peu la course de son côté, mais j'ai l'impression que Dumoulin n'est pas en très très grande forme sur ce Tour de France, pas en forme maximale pour pouvoir jouer le podium d'un Tour de France. Et quand on sait que Roglic peut jouer la victoire, je pense qu'à un moment Dumoulin va se sacrifier, mais là aujourd'hui il a fait preuve de classe et surtout victoire au sprint sans se découvrir. Il a fait très peu d'efforts aujourd'hui encore, Roglic. C'est impressionnant depuis le début du Tour de France comment la Jumbo et surtout lui, il fait très très peu d'efforts. Parce que la Jumbo, certes, elle s'est retrouvée en tête de peloton sur l'étape du Col d'Èze, mais ça roulait à 35 à l'heure pendant toute la journée. Là encore aujourd'hui, ça n'a pas roulé extrêmement vite. On arrive aux alentours de 17h25, 17h30. Donc pas sur les horaires les plus rapides. Et Roglic, son équipe, elle a commencé à rouler à 20 bornes de l'arrivée. Pas avant, ils ont laissé faire la quick step. Pour le moment, le plan de bataille de Roglic et de la Jumbo se déroule parfaitement. Je pense que jeudi, il prendra pas encore le maillot jaune. Il attendra peut-être après les Pyrénées, où là, il fera peut-être le forcing, mais vraiment une très très bonne étape. Deuxième coureur au top, c'est Pogacar. Moi, je dis Pogacar, Tadej Pogacar, mais je sais que Marion Rousse dit Pogacar. Pogacar, moi je dis. Non, en plus c'est Pogacar ou Pogacar. Moi je dis Pogacar, mais certains disent Pogacar. J'avais un doute s'il y avait un L ou pas. Qui avait été troisième de la Vuelta l'année dernière, parce qu'il n'est pas très connu en Europe, en France surtout. Très belle étape aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire. Il a suivi quand il fallait suivre. Alors, il a un petit temps de retard sur Roglic, mais il a sprinté très fort. Alors c'est étonnant son sprint, parce qu'il est parti très très fort au début, puis on a senti que d'un coup, pouf, il n'y avait plus de piles. Enfin, c'était étonnant, son sprint. Il a démarré très très fort sur les 50 premiers mètres, et puis d'un coup, ça s'est ralenti énormément. Mais tu sens que QAE travaille pour lui. Ça, c'est aussi une bonne chose. Parce que je sais plus qui... c'est Fabio Aru déjà, pour le classement général du Tour de France, c'est mort. Mais je sais plus qui a travaillé pour lui dans le final pour le replacer. Et ils ont fait du bon travail. Mais voilà, Pogacar, il faudra compter sur lui sur le Tour de France. Et puis je termine avec André Lopez, également le coureur d'Astana, juste rapidement, qui finit 6ème. On l'a pas vu non plus, André Lopez. Le seul moment où on l'a vu depuis le début de Tour de France, c'était lors de la descente du col de la côte de Rémier, où il s'était pris le panneau. Mais Miguel André Lopez, pour l'instant, on le voit peu. Son équipe est vraiment autour de lui et ça se voit véritablement. Son équipe est solide parce que au pied de la côte, ils étaient encore nombreux des Astana à être présents. Donc pour le moment, Miguel André Lopez, tout va bien. Après, il faut faire attention avec André Lopez. La 3e semaine, des fois, il craque mentalement. Moi, je me souviens du Giro l'année dernière, donc il faut toujours faire attention à André Lopez. Mais il sera l'un des arbitres du duel annoncé Ineos face à Jumbo-Visma. Du côté des flops, très très rapidement, les flops, parce que je vois que je suis déjà à 15 minutes de vidéo. Je commence avec Richard Carapaz. Ça sera pas leader de rechance de la Ineos. Alors déjà, j'ai trouvé que Bernal était vraiment à fond, mais vraiment à fond dans le final. Et ça a déjà un peu le cas au Dauphiné libéré. J'ai l'impression que vraiment
Là, déjà, il était au taquet, et donc c'est inquiétant parce que ça n'a pas monté non plus un rythme extrême, à part quand Wout van Aert, à un moment, a accéléré assez violemment. Carapaz, c'est un peu dommageable. Après, il sera lieutenant, il n'y aura plus de problème de lutte de pouvoir chez Ineos, mais on aurait pu compter sur lui en tant que leader de rechange. Entre les chutes de Sivakov et le fait que Carapaz aujourd'hui ait perdu du temps, c'est vrai qu'Ineos n'a plus que Bernal, et c'est la première fois depuis très très longtemps qu'ils n'ont plus qu'un seul leader capable de remporter le Tour de France. Et est-ce qu'il en est vraiment capable? C'est une grande question. Mais donc, déception du côté d'Ineos et de Carapaz. Déception pour Higuita. EF Pro Cycling, lui qui avait été tellement bon sur le Paris-Nice, eh bien, la marche est peut-être encore un peu trop forte pour lui. Il a perdu pas mal de temps aujourd'hui. Il s'est retrouvé avec Daniel Martinez. Donc, chez EF, ils n'ont plus que Rigoberto Urán, alors qu'ils ont emmené, je pense, 3 leaders également. Ils finissent à 28 secondes, alors c'est pas très très loin, mais Higuita était vraiment à la limite dès le pied de la montée où il n'était pas très très bien placé. On sentait que c'était pas exceptionnel sa manière de pédaler. Donc je suis un peu inquiet pour Higuita, et puis en sachant qu'on ne connaît pas ses capacités de récupération à ce coureur colombien, j'ai l'impression qu'il va quand même servir de lieutenant pour Rigoberto Urán. Et puis la Movistar qui a été assez inexistante pendant toute cette journée. La Movistar, on ne les a pas vus aujourd'hui, ce qui est quand même assez inquiétant. Et aucun coureur de la Movistar n'a fini dans le groupe de tête, surtout. Marc Soler est à 9 secondes, Valverde, je crois, dans le groupe à 21 secondes. Voilà, Valverde et Marc Soler finit à 1,17. Autant vous dire que c'est quand même... c'est Enric Mas qui finit à 9 secondes. C'est quand même assez inquiétant du côté de la Movistar, qui a quand même un effectif qui cette année n'est pas foufou, en ayant perdu Landa et Carapaz et Quintana l'année dernière. Ils ont quand même perdu pas mal de coureurs au top. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu en difficulté. Demain, étape pour sprinter, vous aurez le profil demain à 7h30. Normalement, ça convient aux sprinters avec une étape, si je reprends le parcours, qui nous emmènera de Gap. Voilà, je me rappelle un petit peu. Gap vers Privas, voilà. Le final sera légèrement en faux plat montant, donc il faudra faire attention du côté des sprinters. Ça sera des costauds qui gagneront cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.